Je m'appelle Claire et j'ai 34 ans. Le Noël chez ma mère ressemblait toujours plus à une compétition silencieuse qu'à une fête, c'était comme si toute la soirée était conçue pour mesurer qui réussissait et qui se laissait porter tout en prétendant qu'il s'agissait de convivialité. Chaque année, elle organisait ce qu'elle appelait de manière dramatique le banquet familial. Et chaque année, elle trouvait de nouvelles façons d'envelopper un jugement dans un sourire, un compliment dans une lame, et la tradition dans la pression. Cette année, j'avais un mauvais pressentiment en entrant, le genre de sensation qui se loge derrière vos côtes avant même que quoi que ce soit ne se produise. J'ai essayé de l'ignorer parce que Léa était excitée d'une manière qui me donnait envie de croire que je pouvais lui offrir une soirée normale. Marc a serré ma main avant que nous ne franchissions la porte d'entrée. Pas fort, juste assez pour m'ancrer. Je me souviens avoir pensé à quel point il était étrange que mon mari soit l'endroit le plus sûr au monde, alors que la maison dans laquelle j'avais grandi ressemblait à une scène sur laquelle je ne pourrais jamais jouer correctement. Notre fille Léa, âgée de 9 ans, avait passé la dernière semaine à répéter un petit poème de Noël qu'elle avait écrit pour sa grand-mère. Elle en était si fière qu'elle avait même fait un dessin pour l'accompagner, plié soigneusement comme s'il était assez important pour être protégé de l'air. Marc voulait que ce soit spécial pour elle, un souvenir pur, quelque chose qu'elle pourrait regarder plus tard sans se ne familier à l'estomac. Je le voulais aussi. Mais une partie plus profonde de moi voulait simplement survivre à la nuit sans voir mon enfant apprendre la même leçon que j'avais apprise trop jeune. Il ne fallut pas longtemps pour voir quelle direction prenait la soirée. Le salon ressemblait déjà à une salle d'exposition de meubles, des canapés blancs sur lesquels personne n'avait le droit de s'asseoir, des bougies artificielles vacillantes comme dans une publicité de Hallmark, et un arbre massif décoré d'argent et d'or qui ressemblait moins à de la joie qu'à une preuve de statut. Léa est entrée en tenant son dessin, les yeux écarquillés, regardant autour d'elle comme si elle entrait dans un pays des merveilles hivernales. Ma mère l'a à peine remarqué avant de se précipiter pour saluer ma sœur Isabelle, qui venait d'arriver comme si elle était en retard pour recevoir un prix. Les fils d'Isabelle portaient des blazers assortis et apportaient des bocaux de chutney fait maison avec des étiquettes imprimées. Ma mère a agi comme s'ils étaient descendus du ciel, s'extasiant sur eux avec cette voix haletante qu'elle n'utilisait que lorsqu'elle était fière d'une manière qu'elle voulait que toute la pièce témoigne. Léa a essayé de lui remettre son cadeau malgré tout, silencieuse et pleine d'espoir, mais ma mère a souri sans le regarder et lui a dit de le mettre sous l'arbre et de le garder pour plus tard. C'était un petit moment, le genre que personne d'autre ne qualifierait de cruel, mais j'ai regardé les mains de Léa hésiter alors qu'elle baissait le dessin, comme si elle était soudainement devenue incertaine de sa propre offrande. J'ai senti quelque chose de brûlant monter dans ma poitrine parce que je savais que plus tard signifiait jamais dans le monde de ma mère lorsqu'il s'agissait de choses qui n'étaient pas assez impressionnantes. Le dîner fut bruyant. Le vin coulait à flots, tout comme les compliments détournés. Ma mère a commencé à faire le tour de la table pour prendre des nouvelles des accomplissements de chacun, ce qui signifiait toujours souligner qui avait fait quoi et qui n'avait rien fait. La conversation s'est transformée en une rétrospective des moments forts où la famille d'Isabelle était toujours la vedette et où tous les autres n'étaient que du bruit de fond. Les enfants d'Isabelle avaient gagné un tournoi de robotique, son mari avait obtenu une promotion importante, ils avaient réservé une croisière en Europe. Elle parlait de tout cela comme si c'était elle qui le réalisait, comme si les succès de ses enfants étaient des trophées qu'elle transportait dans son sac à main. J'ai vu Léa regarder, essayant de suivre, essayant de trouver une place où s'intégrer. Je voulais lui dire qu'elle n'avait pas à gagner l'amour avec des médailles, mais la table était pleine de gens qui croyaient que l'amour était quelque chose pour lequel il fallait se qualifier. Puis vint le toast. Tout le monde venait de recevoir sa deuxième tournée de vin. L'atmosphère s'était détendue de cette manière dangereuse, et ma mère s'est levée avec une pose théâtrale comme si elle s'apprêtait à prononcer un discours qu'elle avait répété dans sa tête toute la journée. Elle a levé son verre et a souri d'une manière qui a crispé ma peau. Certains petits-enfants ont mérité leur place à cette table, a-t-elle dit, et puis elle a regardé directement Léa en souriant avec mépris. Les rires n'étaient pas forts, et c'est ce qui rendait la chose pire. C'étaient des hochements de tête complices, des ricanements et des petits regards en coin, comme s'ils étaient tous dans le secret de la plaisanterie. Isabelle n'a pas ri, mais elle a souri de la manière dont elle le fait toujours lorsqu'elle veut prétendre qu'elle n'a pas entendu quelque chose d'horrible tout en l'appréciant. L'un de ses fils a donné un coup de coude à l'autre, et j'ai vu Léa baisser lentement les yeux vers son assiette comme si la nourriture était soudainement devenue trop lourde à affronter. Je ne pouvais plus bouger. Ma gorge était sèche. J'ai fixé ma mère, attendant qu'elle se corrige, qu'elle adoucisse ses propos, qu'elle ajoute quelque chose qui rendrait cela moins ciblé. Elle ne l'a pas fait. Elle a laissé ses paroles planer comme un verdict. J'ai regardé Marc, et l'expression sur son visage n'était pas celle du choc. C'était calme,
assuré et définitif, comme une porte qui se ferme sans être claquée. Il a tendu la main vers son verre et a tapé une fois dessus. Le son était faible mais tranchant dans le silence qui a suivi. Il a dit, tandis que certains adultes méritent leur place dans nos vies. C'était comme si quelqu'un avait actionné un interrupteur. Ma tante a baissé les yeux vers ses genoux. Isabelle s'est raidie. Mon père a cligné des yeux vers son assiette comme s'il avait oublié comment manger. Le sourire de ma mère a vacillé pour la première fois de la soirée, non pas parce qu'elle se sentait coupable, mais parce que quelqu'un venait de la défier devant des témoins. Puis Marc s'est levé. Il m'a regardé, puis a regardé Léa, et il nous a dit qu'il était temps de partir. La voix de ma mère s'est élevée immédiatement, aiguë d'incrédulité. « C'est tout ?» a-t-elle dit. « Vous partez pour ça ?» insinuait-elle, comme si la cruauté pouvait être mesurée en de simples phrases et balayée comme étant inoffensive. Nous n'avons pas répondu. J'ai aidé Léa à mettre son manteau, et son dessin était toujours plié sur ses genoux, intact, comme s'il n'avait jamais existé dans la pièce. Je l'ai saisi et je l'ai glissé dans mon sac. Mes mains tremblaient très légèrement, je m'en voulais parce que je ne voulais pas que ma fille voie que ma mère pouvait encore m'atteindre de cette façon. Alors que nous marchions vers la porte, j'ai entendu ma mère marmonner entre ses dents que nous étions toujours trop sensibles et que c'était peut-être pour cela que Léa avait des difficultés. Les mots étaient si décontractés dans leur cruauté que je n'ai pas réalisé tout de suite, jusqu'à ce que la piqûre se fasse sentir. Puis vinrent les cris plus forts, plus désordonnés comme si le volume pouvait lui donner raison. « On n'abandonne pas sa famille le jour de Noël », a-t-elle dit. « Ne sois pas ridicule. » Comme si partir était l'offense et non ce qu'elle avait fait à table. Marc a ouvert la porte d'entrée et l'air froid s'est engouffré, pur et vif, et il neigeait déjà. Alors que nous marchions vers la voiture, j'ai entendu la porte s'ouvrir à nouveau et ma mère nous a suivis dehors, pieds nus, se tenant dans la neige les bras croisés comme si elle était la victime. « Vous n'allez pas couper les ponts pour un commentaire inoffensif », a-t-elle lancé. « Grandis un peu. » Elle regardait autour d'elle comme si quelqu'un pouvait l'observer, comme si elle voulait des témoins pour sa version de l'histoire. J'ai réalisé que, même à ce moment-là, elle se souciait plus de l'apparence que de ce qu'elle avait fait à Léa. Nous ne nous sommes même pas retournés. Marc a ouvert la voiture, a installé Léa, puis a fait le tour pour me rejoindre. Quand nous sommes partis, j'ai regardé dans le rétroviseur latéral et j'ai vu ma mère toujours là, les bras serrés contre elle maintenant, comme si elle n'était pas sûre de ce qui venait de se passer. Nous sommes rentrés à la maison en silence. Léa a fini par s'endormir sur le siège arrière. Quand nous sommes arrivés, j'ai sorti son dessin de mon sac et je l'ai déplié soigneusement sur le comptoir de la cuisine. C'était un simple sapin de Noël avec des personnages en bâtonnets représentant elle, Marc et moi, tous souriants. Au-dessus, elle avait écrit « Mes personnes préférées ». Elle essayait d'offrir quelque chose de pur à quelqu'un qui n'appréciait que ce qui paraissait impressionnant de l'extérieur. Ce fut le dernier Noël que nous avons passé chez ma mère. Mais ce n'était pas la fin. Loin de là. Parce que dès l'instant où vous arrêtez de jouer votre rôle dans une famille comme la mienne, ils ne se contentent pas d'être en colère, ils deviennent stratégiques. Le silence de Marc pendant le trajet de retour m'a indiqué qu'il n'allait pas laisser notre fille devenir une risée sans en payer le prix. Le silence ne dura pas longtemps. Nous n'avions même pas encore défait nos sacs de voyage que les appels ont commencé l'un après l'autre, comme s'ils se passaient le téléphone à tour de rôle en prétendant s'en soucier. D'abord, ce furent des messages vocaux empreints d'une fausse inquiétude. La voix de ma mère était douce et prudente, disant qu'elle voulait simplement s'assurer que nous étions bien rentrés, que Léa ne semblait pas trop bouleversée, que les émotions de tout le monde avaient été vives et que les choses avaient peut-être été mal comprises. Puis ce fut mon père, moins émotionnel mais tout aussi calculateur, disant que les vacances avaient été stressantes et que nous devrions parler comme des adultes au lieu d'agir de manière impulsive. Enfin Isabelle, qui ne s'est pas embarrassée de douceur, a envoyé un message texte qui disait « Alors, vous êtes fiers de vous ? J'espère que cela valait le coup de faire tout ce drame. » Le mot drame était son arme préférée parce qu'il faisait passer la cruauté pour un divertissement et transformait n'importe quelle limite en une crise de colère. Je n'ai répondu à rien. J'ai laissé mon téléphone face contre terre sur le comptoir comme s'il s'agissait de quelque chose de dangereux. Pendant un instant, j'ai pensé que c'était la partie la plus difficile, choisir le silence alors que chaque muscle en moi était entraîné à expliquer, à apaiser, à assumer la responsabilité des désordres des autres. Mais Marc avait déjà plusieurs coups d'avance. Il n'a pas fait les 100 pas, n'a pas hurlé et n'a pas répété de discours. Il a agi comme il le fait lorsqu'il a pris une décision et qu'il organise simplement le monde autour d'elle calme et concentré,
comme s'il attendait le moment où il n'aurait plus à faire semblant. 2 jours après Noël, alors que la plupart des gens se détendaient encore en pyjama ou rendaient des cadeaux, Marc a organisé une réunion d'urgence du conseil d'administration au bureau. Aucun avertissement, aucun ordre du jour, juste une seule ligne dans l'invitation qui a frappé comme une porte claquée, présence obligatoire, aucune exception. Je l'ai regardé taper ce message, je l'ai regardé l'envoyer, et j'ai réalisé à ce moment-là que ce qui s'était passé à la table de ma mère n'allait pas se régler par une discussion de famille et des excuses forcées. Il traitait la situation pour ce qu'elle était, une révélation de caractère qui entraînait des conséquences. Mes parents sont arrivés sans rien soupçonner. Mon père semblait confus mais détendu, supposant probablement qu'il s'agissait des impôts de fin d'année ou des rapports trimestriels dont il se vantait autrefois de faire partie. Ma mère portait un blazer comme si elle pensait qu'elle allait donner des conseils, le genre de blazer qui la faisait se sentir puissante même lorsqu'elle avait tort. Isabelle s'est encore une fois jointe à eux, même si elle n'avait aucun intérêt dans l'entreprise, car elle aimait toujours être présente pour des choses qui ne lui appartenaient pas. Elle traitait l'accès comme un droit. Si une porte était ouverte, elle la franchissait comme si elle avait été construite pour elle. Nous nous sommes assis dans la salle de conférence sous des lumières fluorescentes qui rendaient tout le monde un peu plus dur qu'il ne l'était en réalité. Marc a remis des documents à chacun, 2 pages après page de langage juridique qui sentait le teneur et la finalité. C'était un accord formel de rachat. Nous les retirions tous les deux de l'entreprise, avec effet immédiat. Aucune négociation. Mon père a parcouru les pages comme s'il s'agissait d'une farce qu'il ne comprenait pas tout à fait, tournant les pages trop vite, cherchant la chute de l'histoire. Ma mère n'a pas du tout touché aux siennes, fixant simplement Marc à travers la table avec ce genre d'immobilité qui signifiait qu'elle essayait de contrôler la pièce par le silence. Marc a parlé le premier d'un ton plat et clair, comme s'il s'était exercé à le dire sans aucune émotion superflue. Il leur a dit que la façon dont ils avaient traité Léa était cruelle, enfantine et révélatrice. Et que si c'était ainsi qu'ils voyaient leur propre petite fille comme une risée, alors ils n'avaient rien à faire dans quelque chose que nous avions bâti pour son avenir. Les mots tombèrent lourdement. J'ai regardé l'expression de mon père changer, non pas vers le remords, mais vers l'irritation, comme si Marc avait rompu une règle tacite en apportant des conséquences dans un espace où ma famille préférait le déni plausible. Mon père a essayé de rester calme. Il a dit qu'il s'agissait d'une affaire personnelle et que cela n'avait rien à voir avec l'entreprise. Marc n'était pas d'accord. Il a déclaré que l'entreprise faisait partie de notre héritage familial, et que les personnes qui humilient un enfant devant une pièce pleine de parents ne peuvent plus bénéficier de cet héritage. Ma mère a finalement rompu son silence et a demandé si tout cela était à cause d'un seul commentaire. Elle s'est appuyée sur l'idée que nous réagissions de manière excessive, qu'il s'agissait d'un malentendu, puis elle a eu le culot de dire qu'elle ne le pensait pas ainsi, comme si l'intention pouvait effacer l'impact lorsque l'impact était une enfant de 9 ans fixant son assiette en essayant de ne pas pleurer. Marc ne l'a même pas regardé quand il a dit « C'était exactement ce que vous vouliez dire ». Cette phrase a changé l'atmosphère dans la pièce. La mâchoire de ma mère s'est crispée. La voix de mon père a augmenté. Il a remis en question la légalité, l'éthique, l'image de Marc, tout ce qu'il pouvait trouver qui sonnait plus intelligent que la culpabilité. Ma mère a prévenu que cela pourrait affecter notre image publique, comme si l'image était la seule chose qui comptait pour elle. Isabelle a essayé d'interrompre et de parler par-dessus nous comme si elle était la voix de la raison, qualifiant cela de désaccord familial, disant que nous agissions comme des enfants, disant que nous entraînions Léa dans des problèmes d'adultes comme si Léa n'avait pas été entraînée la première. Le ton d'Isabelle est devenu tranchant, presque joyeux, alors qu'elle essayait de faire paraître Marc comme s'il avait perdu le contrôle, comme s'il avait enfin montré le côté dominateur qu'elle laissait entendre depuis des années. Elle a appelé cela de la fierté. Elle a dit qu'il avait toujours eu une dent contre eux à cause de ses origines, à cause du jugement de ma famille, et elle a dit cela comme si elle révélait une vérité profonde, comme si la pièce devait applaudir sa clairvoyance. Je suis restée silencieuse car je n'avais pas besoin de le défendre. Son calme était sa défense. Ma famille était habituée au drame, il n'était pas habitué à quelqu'un capable de maintenir une ligne de conduite sans trembler. Puis Marc s'est levé. Il a déclaré que les documents avaient déjà été déposés, que les avocats étaient informés et que leur départ se ferait, qu'ils le veuillent ou non. Il pouvait signer maintenant et partir avec dignité, ou laisser les avocats gérer cela de la manière forte. Mon père s'est levé, furieux, et a parlé de trahison. Ma mère refusait de bouger, ses mains toujours immobiles sur la table comme si elle pouvait refuser la réalité en ne s'y engageant pas. Isabelle a adopté son attitude habituelle de suffisance, a dit que nous avions perdu tout sens des perspectives, que nous le regretterions.
Puis elle a fait l'erreur de me regarder comme si j'allais céder, comme si j'allais intervenir et adoucir la détermination de Marc comme je le faisais toujours. Marc ne lui a pas laissé ce moment. Il les a regardés tous les trois et a dit que s'il n'avait pas quitté l'immeuble dans 2 minutes, il demanderait à la réception d'appeler la sécurité. Personne ne s'attendait à cela, pas de la part de Marc, et certainement pas sur ce ton froid et assuré. Mais il était sérieux, et ma famille pouvait le sentir. Ils sont partis. Ma mère a claqué la porte. Mon père a marmonné quelque chose sur le fait que nous aurions besoin d'eux un jour, comme le font les gens quand ils ne peuvent pas gagner et veulent semer la peur en guise de souvenir. Isabelle nous a traités de délirants en les suivant, essayant encore de paraître supérieure alors même qu'elle perdait. Le silence après leur départ fut incroyable, pas vide, mais pur. Marc s'est rassis comme s'il venait de terminer quelque chose qu'il portait depuis trop longtemps. Pendant une seconde, j'ai vu une minuscule faille d'émotion en lui. Pas du regret, mais du soulagement. Nous sommes rentrés à la maison et Léa était par terre, entourée de Lego, construisant un château. Comme si son monde ne s'était pas effondré, comme si elle croyait encore aux structures qui tiennent debout. Elle a levé les yeux et a demandé si nous pouvions manger des crêpes pour le dîner. Marc a souri et a dit « Absolument », comme s'il était déterminé à lui offrir une soirée où elle se sentirait en sécurité, même après la façon dont ma famille avait essayé de la rabaisser. Son dessin était toujours sur le réfrigérateur, celui qu'elle avait fait pour ma mère, qui ne l'avait même pas regardé. Je suis resté longtemps dans la cuisine à le fixer, réalisant que cette réunion avait tout changé. Mais pas seulement pour eux, pour nous aussi. Parce qu'au moment où Marc a choisi de protéger Léa d'une manière que ma famille ne pouvait pas manipuler, nous avons cessé d'être des participants de leur système pour en devenir une menace. Pendant quelques semaines après la réunion du conseil d'administration, nous avons vécu dans une sorte de paix étrange. Pas d'appels, pas de courriels, pas de visites imprévues. Cela semblait surnaturel, comme le calme qui s'installe dans une forêt juste avant une tempête. Je continuais d'attendre le bruit qui m'indiquerait que c'était fini. Au début, je me suis permis de croire que peut-être il prenait cela au sérieux. Peut-être que le choc avait enfin forcé une réflexion. Marc n'y croyait pas une seconde. Il disait que cela ressemblait trop à une tempête passée sous le radar, mais qui n'avait pas disparu. Et plus le silence durait, plus il était certain que quelque chose se préparait. Cela a commencé subtilement, de la manière dont ma famille faisait toujours les choses lorsqu'elle voulait un déni plausible. Un cousin éloigné a publié des photos d'une fête d'anniversaire dont nous n'avions même pas eu connaissance. Tout le monde était là, mes parents, Isabelle, les cousins avec qui j'avais grandi. Leurs enfants étaient tous rassemblés autour d'une table qui semblait étrangement familière. J'ai reconnu la nappe immédiatement, la même que celle que j'avais utilisée pour le dernier anniversaire de Léa, les mêmes décorations, jusqu'à l'arche de ballon. Ma mère l'avait copiée exactement, comme si elle voulait remplacer le souvenir au lieu de le reconnaître. La légende disait, la famille signifie être présent. J'ai fixé ces mots plus longtemps que je ne voulais l'admettre, essayant de comprendre comment quelqu'un pouvait transformer quelque chose d'aussi simple en arme. Léa l'a remarqué avant moi. Elle est entrée dans la cuisine en tenant mon téléphone, les sourcils froncés de cette manière qui signifiait qu'elle réfléchissait intensément à quelque chose pour lequel elle n'avait pas encore de mots. Elle a demandé si elle avait fait quelque chose de mal, et ma poitrine s'est serrée car aucun enfant ne devrait jamais avoir à poser cette question à propos de personnes qui sont censées l'aimer. Je lui ai dit que non, que rien de tout cela n'était sa faute. Mais expliquer pourquoi des personnes qu'elle appelait tante et oncle un mois plus tôt agissaient soudainement comme si elles n'existaient pas semblait impossible sans lui transmettre le poison. Je lui ai dit que parfois, les adultes ne savent pas comment gérer leurs propres sentiments. Elle a hoché la tête comme si elle comprenait plus qu'elle ne le devrait à 9 ans. 2 semaines plus tard, le téléphone de Marc a vibré pendant le dîner. Il a jeté un coup d'œil à l'écran et j'ai vu sa mâchoire se crisper de cette façon qui signifie que la colère est devenue silencieuse. C'était un message d'un ancien partenaire commercial demandant s'il était vrai que le beau-père de Marc se présentait toujours comme membre du conseil d'administration lors d'une réunion du Rotary. Apparemment, mon père avait commencé à insinuer auprès des gens qu'il était toujours impliqué à titre consultatif, juste assez pour paraître important, juste assez pour garder un pied dans l'histoire. Marc n'a pas répondu au message, mais j'ai regardé sa façon de couper le brocoli de Léa avec plus de force que nécessaire, et j'ai su que c'était la goutte de trop. Le lendemain, Marc a contacté notre équipe juridique et a rendu les choses officielles. Toute représentation d'implication dans notre entreprise, passée ou présente, était désormais légalement restreinte. Les documents ont été envoyés avec un délai ferme 48 heures pour signer ou faire face à un litige. Marc ne voulait pas faire traîner les choses,
mais il n'allait pas les laisser réécrire la réalité non plus. Ce n'était pas une question de vengeance, c'était une question de vérité et de respect des limites. Ce week-end-là, Isabelle s'est présentée. C'était un samedi matin, calme de la manière dont seuls les débuts de week-end peuvent l'être. Marc et moi plions le linge dans le salon, les chaussettes par paire, les serviettes empilées soigneusement, essayant de prétendre que la vie était normale. Léa était à l'étage dans sa chambre, en train de dessiner, le doux frottement du crayon sur le papier descendant comme une musique de fond. La sonnette a retenti, vive et impatiente. Quand Marc a ouvert la porte, Isabelle est entrée directement sans attendre d'être invitée. C'était autrefois normal dans ma famille. Ce ne l'était plus. Elle n'a pas dit bonjour. Elle s'est lancée directement, sa voix déjà assez forte pour remplir la pièce. Elle a dit que nos parents souffraient, que mon père était humilié, que ma mère pleurait chaque soir pour s'endormir. Elle a présenté les choses comme si nous leur avions retiré leur bouée de sauvetage au lieu d'imposer une limite. Puis elle a pivoté avec aisance, comme si elle s'était exercée, nous disant que nous élevions Léa dans une bulle, qu'elle avait besoin de sa famille élargie, et que les couper de notre vie causerait des dommages émotionnels. Elle utilisait des mots comme toxique et abandon, comme si elle les avait ramassés dans des balados de thérapie sans comprendre ce qu'ils signifiaient. Puis elle a fait une erreur. Elle s'est tournée vers Marc et a dit « Soyons réalistes. C'est une question de fierté. Tu as toujours eu une dent contre nous à cause de tes origines. » Elle a dit cela comme si elle le démasquait enfin, comme si la vérité était censée lui faire honte au point de le faire reculer. Je n'ai pas dit un mot. Je n'avais pas à le faire. Marc lui a calmement dit que c'était la dernière fois qu'elle mettrait les pieds dans notre maison. Il a dit que si elle revenait, même pour parler, nous traiterions cela comme une violation de domicile. Elle a ri au début, d'un rire sec et incrédule, et a demandé s'il allait vraiment appeler la police pour la sœur de sa femme. Marc ne s'est pas répété. Il a simplement ouvert la porte d'entrée et est resté là à attendre. Le silence s'est étiré jusqu'à devenir embarrassant, même pour elle. Elle est partie, mais elle n'est pas partie discrètement. Ses derniers mots avant que la porte ne se referme furent que cette famille allait nous tourner le dos l'un après l'autre. Et elle n'avait pas tort. Au cours des mois suivants, les invitations ont cessé d'arriver, les fêtes d'anniversaire, les fêtes prénatales, les dîners de fête. Nos noms ont été effacés des messages de groupe comme si nous n'avions jamais existé. Léa n'était plus mentionnée dans les publications. L'un des plus jeunes cousins a cessé de me suivre sur Instagram. Un autre a bloqué Marc complètement. Ma mère a commencé à dire aux gens que nous avions quitté la famille, tandis que mon père a inventé une version où Marc était un homme dominateur qui m'isolait. Isabelle se contentait de parler à quiconque voulait l'entendre, étant toujours la voix la plus forte dans une pièce à laquelle elle n'appartenait plus. Cela a fait mal, surtout pour Léa. Quand Pâques est passé sans même un coup de téléphone, elle m'a demandé si sa grand-mère était fâchée contre elle. Je lui ai dit la vérité aussi doucement que possible. J'ai dit que sa grand-mère ne savait pas comment aimer les personnes qui n'étaient pas parfaites à ses yeux. Léa y a réfléchi un long moment, puis a dit que ce n'était pas grave parce qu'elle n'avait pas besoin que sa grand-mère l'aime, puisque Marc et moi l'aimions. Je l'ai serrée dans mes bras plus longtemps que d'habitude, retenant des larmes que je ne voulais pas qu'elle voie, réalisant que pendant que ma famille essayait de nous effacer, ma fille apprenait quelque chose de bien plus important. À l'été, mes parents s'étaient adaptés. Mon père avait trouvé du travail de consultant grâce à un ancien ami d'université. Ma mère avait lancé une boutique en ligne vendant des articles de décoration importés qu'elle qualifiait d'artisanaux. Bien que je sache qu'il s'agissait de vente en gros, il ne manquait de rien, pas vraiment. Une fois qu'ils ont retrouvé leur équilibre, c'est devenu évident, nous ne leur manquions pas. Ils ne voulaient pas que nous revenions. Ils voulaient gagner. Et quand ils n'ont pas pu gagner en nous faisant revenir, ils ont choisi une autre tactique. Ils nous ont purement et simplement effacés. L'été s'est terminé sans un seul mot de la part d'un membre de ma famille. Au moment où les feuilles commençaient à changer de couleur, il était clair que nous avions été complètement évincés. Aucune invitation pour Halloween, aucun projet pour l'action de grâce, pas même le bulletin de Noël passif-agressif que ma mère envoyait chaque année, où elle énumérait la moyenne générale des enfants d'Isabelle et oubliait commodément l'existence de Léa. Nous étions des fantômes. Pour la première fois de ma vie, j'ai réalisé combien d'énergie j'avais dépensé à essayer de ne pas en être un. Léa s'épanouissait à l'école. Marc et moi étions plus forts que jamais. Je ne me réveillais plus chaque matin en me préparant pour la prochaine mine émotionnelle posée par quelqu'un qui partageait mon sang. Le calme était différent maintenant, pas tout à fait paisible, mais vivable. Puis, de nulle part,
Mon frère est arrivé. Thomas était le seul de la famille qui n'avait jamais vraiment pris parti. C'était le plus jeune, de 7 ans mon cadet, et il avait toujours été traité comme un personnage de second plan, calme et accommodant, volant toujours sous le radar. Il vivait à Lyon, restait dans son coin et ne participait jamais aux drames familiaux. La dernière fois que je l'avais vu, c'était il y a 2 ans à un mariage où nous avions à peine échangé 10 mots. Alors, quand j'ai ouvert la porte d'entrée fin novembre et que je l'ai vu là, avec un sac à dos sur l'épaule et un café de station-service à la main, l'air de ne pas avoir dormi depuis une semaine, ma première pensée fut que quelque chose de grave se passait. Il a dit qu'il avait besoin de parler. Marc a hésité une fraction de seconde, le genre de pause qui signifie qu'il calculait les risques puis s'est écarté pour le laisser entrer. Léa était à une soirée pyjama, ce que j'ai considéré comme une petite chance. Thomas s'est assis à la table de notre cuisine et n'a pas perdu de temps. Il a dit qu'Isabelle essayait de nous poursuivre en justice. J'ai ri au début, un son sec qui m'a surprise moi-même car cela semblait absurde. Thomas n'a pas souri. Il a secoué la tête et a dit qu'elle avait parlé à un avocat de détresse émotionnelle, de dommages à la réputation, et de la façon dont notre décision de couper les ponts avec la famille avait causé un préjudice psychologique, particulièrement à nos parents vieillissants. Elle présentait les choses comme si nous avions créé un environnement hostile et les avions abandonnés. Et d'après ce que Thomas avait entendu, elle avait convaincu nos parents d'envisager d'appuyer ses propos par des déclarations non pas parce qu'ils le voulaient, a-t-il dit, mais parce qu'Isabelle leur avait fait croire que c'était le seul moyen de nous réveiller. Je n'ai rien dit au début. J'ai juste regardé Marc, et il m'a rendu mon regard avec cette expression calme et résignée de quelqu'un qui attendait ce moment, comme si l'escalade correspondait enfin à la tension qui s'était accumulée toute l'année. Thomas a passé la nuit sans que nous ayons à lui demander. Nous savions tous pourquoi. Le matin, il a admis qu'il n'était pas seulement là pour nous prévenir. Lui aussi voulait sortir de là. Isabelle s'était installée dans la maison d'amis de nos parents après avoir été licenciée, a-t-il dit, et elle utilisait leur compte pour financer son train de vie, appelant cela une compensation pour les soins. Elle leur murmurait du poison à l'oreille chaque jour, réécrivant l'histoire, transformant chaque gentillesse que Marc avait montrée en un plan de contrôle, chaque limite en abus. Puis Thomas a lâché la bombe, la chose qui a fait tomber mon cœur comme je ne l'avais pas ressenti depuis la table de Noël. Isabelle avait déjà commencé à envoyer des courriels à certains de nos clients, se présentant comme une représentante familiale de l'entreprise, offrant des tarifs réduits et affirmant que Marc prévoyait de réduire ses activités et de prendre bientôt sa retraite. Elle l'avait formulé avec soin, a dit Thomas, juste assez vague pour paraître crédible, juste assez familier pour sembler légitime. Ce fut le moment où Marc a fini par craquer. Il a appelé notre avocat dans l'heure qui a suivi. Des lettres de mise en demeure ont été rédigées le jour même. Le nom d'Isabelle a été signalé à nos partenaires et des avertissements ont été envoyés à chaque client qu'elle avait contacté. Chaque message était clair et clinique. Elle n'avait aucune affiliation, aucune autorité, et tout contact ultérieur ferait l'objet de poursuites judiciaires. C'était épuisant, exaspérant et nécessaire, tout à la fois. Cette nuit-là, mon téléphone s'est rempli de messages vocaux de ma mère, pas en colère cette fois, mais désespérée, nous suppliant d'être raisonnables, insistant sur le fait que Isabelle ne pensait pas à mal, me demandant si je voulais vraiment être la raison pour laquelle la famille s'effondrait. Je n'ai pas répondu. Je ne le pouvais pas. Thomas est resté avec nous pour le reste de la semaine, se déplaçant discrètement dans la maison comme s'il essayait de ne pas laisser d'empreinte sur un endroit où il n'était pas sûr de mériter de se sentir en sécurité. Lors de sa dernière soirée, nous nous sommes assis autour du foyer dans le jardin, l'air froid était vif et honnête, et Thomas a dit quelque chose auquel je ne m'attendais pas. Il m'a dit qu'il pensait autrefois que j'étais la personne colérique, la personne dramatique, celle qui causait toujours de la tension, mais qu'il voyait maintenant que j'étais simplement la seule à dire la vérité à haute voix. Je n'ai pas su quoi répondre. Le lendemain matin, il est parti pour un chalet qu'il avait loué dans les Alpes, disant qu'il voulait repartir à zéro, qu'il en avait fini de faire semblant. Et avec cela, le dernier fil nous reliant à mon ancienne famille a semblé se rompre net. C'est du moins ce que je pensais. Car je n'avais pas entendu parler d'Isabelle depuis plus d'un mois, et cela signifiait qu'elle n'en avait pas fini. Décembre est arrivé rapidement. Pas de cartes, pas d'appels, aucun signe de Noël. J'aurais dû être soulagé, mais le calme n'était plus paisible. C'était comme une pression qui montait quelque part hors de vue, comme si quelque chose allait exploser. Le silence d'Isabelle par courriel, son absence sur les réseaux sociaux, tout cela semblait trop stratégique, trop contrôlé. Marc le savait aussi, même s'il ne le disait pas à voix haute.
Il s'est concentré sur le renforcement de la sécurité de l'entreprise, numérique et juridique, tandis que je commençais à me renseigner sur les options de scolarisation à la maison pour Léa, au cas où nous aurions besoin de disparaître un moment. Puis la tempête a frappé, et elle est arrivée vêtue d'une robe de soirée et tenant une coupe de champagne. L'invitation est passée par le bureau de Marc, pas par la famille, ce qui, d'une certaine manière, a rendu la chose pire, un gala de bienfaisance, formel, annuel, le genre que ma mère aidait à organiser chaque mois de décembre depuis mon adolescence, à l'époque où je croyais encore que la proximité signifiait l'appartenance. Normalement, nous l'aurions ignoré sans hésiter, mais l'un des plus gros clients de Marc était l'un des principaux commanditaires cette année, et la relation était importante. Marc a hésité en me montrant le courriel, son pouce planant au-dessus de l'écran comme s'il pesait si le professionnalisme valait la peine de rouvrir une blessure. Finalement, nous avons accepté d'y aller. Pas pour eux, mais parce que nous refusions de laisser l'amertume de quelqu'un d'autre dicter l'endroit où nous avions le droit de nous tenir. Nous sommes entrés dans la salle de bal comme des fantômes revenant hanter les vivants. La pièce scintillait sous les lustres et la verrerie, les rires flottant au-dessus d'une musique de cordes qui essayait trop fort d'avoir l'air joyeuse. Ma mère était là dans une robe argentée qui accrochait la lumière à chaque mouvement, riant trop fort de choses qui n'étaient pas drôles, jouant la chaleur humaine pour des gens qui ne la connaissaient pas assez pour voir le calcul en dessous. Mon père se tenait raide près du bar, les épaules tendues, clairement hors de sa place sans un conseil d'administration derrière lequel se cacher. Et puis il y avait Isabelle, positionnée près de l'entrée comme si elle voulait être inévitable. Elle portait une robe rouge qui ne lui allait pas trop serrée, trop audacieuse, trop manifestement destinée à faire sensation. Quand elle m'a vu, son regard s'est aiguisé, et quand il s'est posé sur Marc, elle a souri. Ce n'était pas un sourire, c'était un avertissement, le genre qui dit « Je n'en ai pas encore fini avec vous ». Nous ne l'avons pas approché. Nous n'avons approché personne sans nécessité. Nous avons seulement parlé à notre client et à son épouse, gardant la conversation courte, polie, professionnelle, et pendant un moment, j'ai presque cru que nous pourrions passer la nuit sans incident. Cette illusion a duré jusqu'à plus tard, lorsque notre client a doucement pris Marc à part près du bar. Sa voix s'est baissée comme s'il ne voulait pas être entendu. Il a posé des questions sur les rumeurs. Apparemment, Isabelle avait circulé, disant aux gens que Marc s'éloignait de l'entreprise pour des raisons de santé, que nous prévoyions de vendre, que les choses étaient instables et que la famille était inquiète. Elle l'avait dit avec juste assez de flou pour paraître crédible, de la façon dont les mensonges le sont lorsqu'ils sont conçus pour survivre à l'examen. Marc a ri une fois, d'un rire court et incrédule, puis a tout rectifié de manière claire, calme et professionnelle. Il n'a pas nommé Isabelle. Il n'en avait pas besoin. La vérité a fait le travail pour lui. Nous sommes partis tôt, non pas dans la défaite, mais parce que l'air était devenu lourd et que je ne voulais pas donner à quiconque la satisfaction de nous voir nous attarder. Ce gala fut le dernier auquel nous avons été invités. Non pas parce que Marc avait fait quoi que ce soit de mal, mais parce que ma famille avait empoisonné la pièce juste assez pour que les gens se sentent mal à l'aise à l'idée de choisir un camp. C'était cela, le talent d'Isabelle, créer le chaos, puis prendre du recul pour regarder les autres le nettoyer. Janvier est arrivé comme une heure de vérité. Mes parents ont vendu la maison, celle où Léa était née, celle où Marc avait construit la terrasse de ses propres mains, celle où ma mère m'avait fait promettre un jour que j'organiserais l'action de grâce. Ils ont emménagé dans une maison de ville 2 fois plus petite à l'autre bout de la ville, dans un quartier calme où personne ne connaissait leur nom. Mon père a pris davantage de contrats de consultation pour payer les factures. Ma mère a commencé à donner des conseils de décoration en ligne à des retraités sur Facebook, se réinventant une fois de plus, prétendant que rien de tout cela ne l'avait touché. L'argent de l'entreprise n'était plus là. La réputation s'effilochait. Les stratagèmes d'Isabelle l'ont rattrapé rapidement. Les clients qu'elle avait essayé de débaucher l'ont dénoncé. L'avocat dont elle se vantait a cessé de répondre à ses appels. Sa dernière tentative désespérée, une cagnotte Litchi pour une famille lésée en crise, a été signalée et retirée en 72 heures. Mais rien de tout cela ne l'a empêché d'essayer de me faire la leçon une dernière fois. Elle s'est présentée à mon bureau sans prévenir, a bousculé la réceptionniste et lui a dit qu'elle était ma sœur comme si cela signifiait encore quelque chose. Quand elle m'a trouvé dans le couloir, son visage était crispé par la fureur, ses yeux brillants de cette colère qui se nourrit du fait d'être entendue. Elle a commencé à parler immédiatement, m'accusant de détruire la famille, de laisser Marc me monter contre tout le monde, d'élever Léa pour qu'elle soit froide et misérable. Elle m'a traité d'égoïste, de vengeresse, de dramatique, puis elle a dit la phrase qu'elle gardait comme un poignard: « Ils sont toujours tes parents, Claire. » Un jour,
tu vas te réveiller et réaliser que tu as tout gâché pour rien. Marc est sorti de son bureau à ce moment précis. Il n'a pas crié. Il n'a même pas élevé la voix. Il a pointé la porte du doigt et lui a dit de partir. Quand elle a essayé de rester sur ses positions en disant qu'elle n'avait pas fini, il a dit, la prochaine fois, la police sera impliquée. Elle s'est figée, nous regardant tous les deux comme si elle ne reconnaissait plus qui nous étions, comme si la version de nous qu'elle contrôlait s'était évaporée sans avertissement. Puis elle est sortie. Ce fut la dernière fois que je l'ai vue. Après le départ d'Isabelle de mon bureau, quelque chose a changé si discrètement que j'ai failli ne pas m'en apercevoir. Il n'y eut plus d'entrées dramatiques, plus de courriels frénétiques, plus d'avertissements chuchotés par des cousins qui voulaient juste aider. Le bruit n'a pas explosé et ne s'est pas éteint dans un fracas. Il s'est simplement arrêté, comme une machine enfin débranchée après des années de bourdonnement en arrière-plan. Au début, le silence semblait creux ni paisible, ni douloureux, juste vide. Comme se tenir dans une pièce longtemps après que tout le monde est parti et réaliser que l'écho est la seule chose qui vous tient compagnie. Mes parents ne parlaient plus publiquement d'Isabelle, ils avaient des problèmes plus importants. Une fois que leur vie a recommencé à s'améliorer, quand mon père a enfin décroché un contrat de consultation stable et que ma mère a commencé à obtenir de petites entrevues sur des blogs locaux pour ses conseils en décoration, ils ont adopté une nouvelle stratégie, ils nous ont effacés. Plus de piques, plus d'accusations, plus de messages culpabilisants prétendant s'en soucier. Nous avons simplement été retirés de leur histoire comme un paragraphe qu'ils ne voulaient pas expliquer. Ils ont cessé de nous inviter à chaque rassemblement familial. Pas d'appel pour les anniversaires, pas de cartes pour les fêtes, aucune reconnaissance des prix scolaires de Léa, des nouveaux contrats de Marc ou de la nouvelle maison que nous avions achetée dans un meilleur district scolaire. C'était comme si nous n'avions jamais existé. Et étrangement, cela a fait moins mal que ce à quoi je m'attendais. J'ai réalisé qu'ils ne nous avaient pas évincés pour se protéger. Ils l'avaient fait parce qu'ils ne pouvaient pas supporter que nous soyons partis les premiers sans jamais revenir. Cela fait presque une année entière maintenant. Aucun contact, plus de messages, plus d'embuscades au travail ou lors d'événements caritatifs. Juste le calme. Ils n'ont jamais donné signe de vie pour l'anniversaire de Léa, et c'était le dernier test que je ne savais pas que j'espérais encore les voir réussir. Elle a eu 10 ans ce printemps, 2 chiffres. Nous lui avons organisé une fête dans le jardin avec ses amis les plus proches. Marc a préparé le gâteau lui-même au chocolat avec un fourrage à la fraise, le glaçage irrégulier de cette manière qui prouve qu'il a été fait par quelqu'un qui vous aime plus que la perfection. Léa a rayonné toute la journée, courant pieds nus dans l'herbe, riant sans vérifier qu'il observait. Cette nuit-là, pendant que je débarrassais les assiettes et pliais les serviettes, j'ai remarqué quelque chose qui a finalement rompu le dernier film reliant à l'espoir. Léa n'a pas mentionné ma mère une seule fois. Ni quand elle a ouvert ses cadeaux. Ni quand elle a soufflé ses bougies. Ni même quand elle a été fatiguée et s'est pelotonnée sur le canapé avec sa couverture. Elle n'a pas demandé pourquoi sa grand-mère n'était pas là. Elle n'avait pas besoin qu'elle le soit. Je pense que c'est à ce moment-là que j'ai vraiment lâché prise. Marc avait lâché prise bien avant moi. Dès le début, il avait dit, le sang n'excuse pas la cruauté. Cette famille n'est pas définie par ceux qui se présentent pour vous blesser et attendent que vous les remerciez pour cela. J'ai tenu bon plus longtemps. Peut-être parce que j'avais été élevé dans l'idée que le pardon était automatique, même quand il n'était pas mérité. Ou peut-être parce qu'une partie de moi croyait encore que si je faisais tout correctement, ils deviendraient les personnes dont j'avais besoin qu'ils soient. Mais les gens ne changent pas simplement parce que vous le souhaitez. Et ils n'aiment pas mieux simplement parce que vous continuez à leur en donner l'occasion. À la fin de l'été, ils ont même cessé de prétendre que nous existions. Ils ont organisé une réunion de famille au début du mois d'où chaque cousin issu de Germain, tous ceux qui avaient compté pour eux. Nous l'avons appris par quelqu'un qui n'avait pas réalisé que nous n'avions pas été invités. La légende sous la photo de groupe disait « ceux qui restent toujours soudés ». Et à ma surprise, cela n'a pas piqué comme je le pensais. C'était libérateur, comme si le poids de faire semblant s'était enfin levé de mes épaules. Nous entendons encore des choses, parfois des murmures de personnes qui les connaissent. Mon père est devenu l'homme de référence pour les consultants semi-retraités. Ma mère a lancé un cercle de mentorat pour les femmes de plus de 50 ans. Ils agissent comme si rien ne s'était jamais passé. Isabelle, aux dernières nouvelles, a quitté l'État. Elle a envoyé un courriel critique à Thomas pour lui dire qu'elle repartait à zéro, mais il n'a jamais répondu. Je n'ai jamais reçu d'excuses. De la part d'aucun d'eux. Pas une seule fois.
Mais j'ai obtenu quelque chose de mieux, j'ai obtenu la paix. Notre foyer est calme désormais. Pas besoin de marcher sur la pointe des pieds. Pas besoin de marcher sur des œufs. Pas besoin d'esquiver des compliments acerbes déguisés en plaisanterie. Léa s'est épanouie sans avoir besoin de performer pour obtenir une approbation. Marc et moi rions plus. Nous dormons mieux. Nous nous disputons moins. Non pas parce que la vie est parfaite, mais parce que nous ne sommes plus épuisés par des gens qui croient que l'amour est conditionnel. J'ai appris que perdre sa famille ne ressemble pas toujours à la mort ou à la distance. Parfois, c'est simplement être enfin honnête sur le genre d'amour que l'on n'a jamais vraiment reçu en premier lieu. Ils nous ont effacés de leur histoire, alors nous avons écrit la nôtre. Et quand je regarde Léa maintenant forte, brillante, créative, courageuse, je sais que nous ne nous sommes pas contentés de quitter quelque chose de brisé.